Bonjour. Donc, on va commencer cette séance qui concerne toujours le machine learning et en particulier en utilisant les réseaux de neurones. Et je rappelle que dans un premier temps, nous utilisons les réseaux de neurones par le biais d'un seul neurone. Et par la suite, normalement, nous allons voir euh, quand est-ce qu'on utilise ou bien quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser les réseaux de neurones profonds, à savoir multicouches. Et à ce moment-là, normalement, nous allons faire la liaison avec des problèmes dites problèmes non linéairement séparables. Alors jusqu'à présent, nous allons utiliser la classification, mais pour des problèmes linéairement séparables. Donc on va voir ce que c'est et on va essayer de présenter les démarches à suivre pour mettre en place un réseau de neurones, soit bien sûr en utilisant les libraries TensorFlow, Keras, ou bien en procédant à une implémentation from scratch, et ce en proposant une implémentation de, de gradient descent, et en particulier normalement euh, l'algorithme le plus basique. Dans ce sens, je rappelle que en machine learning en général, il y a différents types de problèmes, soit l'apprentissage supervisé ou bien non supervisé. Pour le problème supervisé, donc il y a deux, deux catégories, à savoir les problèmes de régression et les problèmes de classification. Donc je rappelle aussi que jusqu'à présent nous avons traité trois types de problèmes différents concernant le problème de régression. Et ce, bien sûr, dans un premier temps, faisons rappel à ce qu'on appelle la régression linéaire. Et par la suite, donc nous allons voir comment migrer vers ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et jusqu'à présent, on a bien sûr utilisé un seul neuron. Donc aussi, en parallèle, bien sûr, une fois par les modèles, il faut savoir l'évaluer parce qu'un modèle, c'est fait pour la prédiction. Donc, une fois dire prédire, il se peut qu'il fait la bonne prédiction, ou bien il se peut qu'il fait une mauvaise prédiction. C'est pour cela, en général, pour les modèles euh, supervisés, soit régression ou bien classification, il y a des fonctions loss. Ces fonctions-là permettent de mesurer la performance des modèles. Et on peut trouver plusieurs fonctions loss. Donc, chaque fonction a ses propres particularités et sa propre performance à mesurer des modèles machine learning. Alors pour le problème de classification, bien sûr, il y a plusieurs techniques. Donc il y a la régression logistique, le problème qui est presque similaire à la régression linéaire. Mais ce, pour faire la classification, pourquoi? Parce que derrière, on trouve une fonction qui retourne une probabilité, c'est-à-dire retourner des valeurs comprises entre 0 et 1, et ce normalement, c'est-à-dire cette fonction, elle est bien adaptée pour faire la prédiction du, parce que elle retourne des probabilités. Donc de même, on va voir comment c'est-à-dire migrer de la régression logistique vers les réseaux de neurones en utilisant le même principe de migration de la régression linéaire vers les réseaux de neurones pour la régression. Donc je rappelle qu'il y a toujours pour chaque type de problème, il y a un ensemble de techniques. Jusqu'à présent, nous sommes concentrés sur les réseaux de neurones. Alors bien sûr ici, normalement, pour mesurer la performance des modèles, il y a finalement des métriques de loss, donc à savoir binary cross entropy, par exemple, que nous allons utiliser aujourd'hui. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, comme le cas ici, on a MAE par exemple ou autre, on peut trouver ici ce qu'on appelle l'accuracy, la précision, le recall et ainsi de suite. Et toutes ces mesures, normalement, elles sont dérivées à partir de la matrice de confusion. Donc si vous allez bien sûr essayer de faire une recherche sur Google, ce que c'est la confusion de matrice, donc vous allez trouver ce que c'est la confusion de matrice, la confusion, la matrice de confusion plutôt, et vous pouvez calculer chaque mesure à part. Nous, aujourd'hui, nous allons essayer de voir bien sûr ce que c'est la matrice de confusion, et en même temps, nous allons essayer de montrer ce que c'est la formule de, de accuracy.
Donc c'est une mesure qui permet de mesurer la performance des modèles de classification. Donc bien sûr, jusqu'à présent, il y a une troisième catégorie d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. Et ça, c'est un autre volet. Alors bien sûr, j'avais dit que comment apprendre les techniques de machine learning. J'avais dit comme quoi, euh, bien sûr, il ne faut pas commencer par la théorie, mais plutôt commencer par des problèmes qui sont simples à mettre en œuvre. Savoir des problèmes simples, soit problèmes de régression linéaire. Par exemple, pour un nuage de points dont l'objectif est de trouver la droite de régression et par la suite faire une progression pas à pas vers des problèmes difficiles. C'est la même chose normalement pour les problèmes de classification. Nous allons essayer de commencer par un problème qui est simple, c'est-à-dire un nuage de points, mais surtout pour un problème linéairement séparable. Nous allons le voir par la suite. Normalement, c'est quoi un problème linéairement séparable? Et bien sûr, par la suite, une fois voir ce problème, on va utiliser une technique simple. Dans un premier temps, qui est la logistique régression, je vais essayer de faire juste un petit rappel rapidement parce que ça suppose que vous avez déjà vu la régression logistique. Parce que notre objectif est de voir les réseaux de neurones, mais surtout nous allons essayer de voir comment faire un passage, d'accord, de la régression logistique vers les réseaux de neurones. Donc en définition, bien sûr, l'architecture de notre réseau qui est composé d'un seul neurone, parce que c'est le cas le plus simple. Et nous allons essayer de définir les différents éléments de ce neurone. Une fois définir ces éléments, bien sûr, on va l'initialiser, le compiler et par la suite, bien sûr, appliquer l'entraînement. Une fois appliqué l'entraînement, normalement, on peut trouver notre modèle. Autrement dit, on va trouver les paramètres derrière. Alors tout ça, normalement, nous allons bien sûr essayer de le découvrir. Alors, la démarche à suivre pour n'importe quel problème de machine learning est la suivante. Parce qu'il y a deux grandes volets. Il y a la partie data, il y a la partie modèle. Donc dans la partie data, normalement, en général, dans la partie pédagogique, on utilise des datas qui sont simples. C'est-à-dire ne nécessite pas un pré-traitement de données ou bien une préparation de données. Par contre, en réalité, pour des projets qui sont donc dans l'entreprise ou bien dans le monde réel, on trouve toujours qu'il y a des datas qui sont très compliquées. Donc un dataset compliqué, généralement, contient beaucoup de problèmes. C'est-à-dire il n'est pas bien préparé pour euh, faire entraîner un modèle et finalement trouver un modèle performant. Donc c'est pour cela en général la phase de préparation de données est une phase très importante et ce normalement nous l'avons déjà montré pour le projet de régression en utilisant les réseaux de neurones pour le problème de bien de sales, house sales prediction, c'est-à-dire la prédiction des prix des maisons. Alors, bien sûr, une fois préparé le data, il y a la partie modèle et ça commence bien sûr par l'initialisation, l'entraînement, avoir son détail, l'évaluer et par la suite l'utiliser. Et surtout, normalement, pour l'entraînement, ça c'est une phase très importante. C'est-à-dire comment bien entraîner le modèle, c'est une question importante euh, pour laquelle il faut trouver les différentes parties de réponse ou bien les différents éléments de réponse. Parce qu'une fois dire entraîner, la première question qui se pose, entraîner en utilisant quel algorithme? Donc bien sûr, les algorithmes, il existe plusieurs variantes, ça pour le gradient descent notamment. Mais si vous utilisez autre technique que la régression linéaire ou bien la régression logistique ou bien les réseaux de neurones, à ce moment-là, il y a autre algorithme. Par exemple, pour le cas de d'Harvard Decision, bien pour Random Forest ou bien pour Naive Bayes. Donc l'algorithme diffère selon la technique utilisée. Nous, bien sûr, on utilise les réseaux de neurones. Nous allons bien sûr utiliser l'algorithme de gradient descent, dont l'objectif principal est de trouver le paramètre derrière. Et bien sûr, le gradient descent, il a plusieurs variables, plutôt plusieurs variantes. Donc ces variantes-là, normalement, il faut choisir la variante la plus adéquate à votre contexte. Parce que le choix, finalement, il n'y a pas un choix fixe
qui correspond à tous les problèmes. Mais plutôt, normalement, il y a des choix justifiés selon le contexte. Alors, on va voir, bien sûr, dans la pratique, comment on va faire ces choix-là. Et une fois choisir l'optimizer, par exemple, à ce moment-là, il faut savoir ce que c'est l'os, comment la calculer et à quoi peut servir cette fonction de l'os. Parce que c'est cette fonction de l'os qu'on va optimiser. L'optimiser, bien sûr, en utilisant l'algorithme de gradient descent. Et bien sûr, cette optimisation dit quoi? Elle dit qu'il y a une mise à jour des paramètres, c'est-à-dire rechercher les paramètres optimaux dans un espace infini de paramètres. Alors, bien sûr, ça c'est un rappel de supervised learning, c'est quoi? Donc, on a déjà eu l'occasion de le voir. Et il faut savoir c'est quoi la différence entre un problème de régression et un problème de classification et quand est-ce que j'utilise un problème de régression ou bien quand est-ce qu'il s'agit d'un problème de régression et quand est-ce qu'il s'agit d'un problème de classification. Parce que les étapes à suivre sont différentes, notamment pour le choix des fonctions de l'os, c'est très important. Donc de connaître déjà la différence entre la classification et la régression. Alors c'est une question simple à poser. Cela, normalement, la nature du problème dépend de l'output ou bien de sa nature. Alors par exemple, pour les problèmes de régression, l'objectif en général est de prévoir les valeurs continues. C'est-à-dire pour ces variables, on peut appliquer ces fonctions mathématiques dont le résultat a un sens. Par exemple, la moyenne des salaires a un sens, et ainsi de suite. Dans la classification, en général, l'objectif est de prévoir des valeurs discrètes, soit binaires ou bien parmi plusieurs propositions comme le cas ici. C'est-à-dire, dans tout cas, pour les problèmes de classification, on a un ensemble de possibilités qui est fini, à la différence de problèmes de régression où le nombre de possibilités est infini. Alors ici, en général, les fonctions mathématiques somme ou bien max ou bien moyenne n'a pas de sens. Par exemple, pour ce problème-là, si on va dire on a ces codifications-là, par exemple pour le prédire un club supporté par une personne, si on a ces valeurs-là, la somme ou bien la moyenne de ces valeurs n'a pas de sens. Donc c'est pour cela il s'agit d'un problème de classification et pas de régression. Donc les types de classification qu'on peut avoir, il y a des classifications binaires 0-1, spam, non spam, malade, non malade. D'accord? Client fidèle, non fidèle, il y a non son chat, chien, d'accord, chat domestique, chat sauvage. D'accord? Ou bien ça c'est binaire et parfois on trouve des problèmes de classification multiclasse. Donc à ce moment-là aussi, il faut savoir bien sûr choisir les éléments ou bien définir les éléments de notre réseau, notamment pour le problème bien pour l'élément qui, qui définit la fonction loss. Alors ici l'output par exemple, trouver des animaux, est-ce que c'est un chien, c'est un lapin, c'est un chat, c'est un écureuil, un ensemble de choses. D'accord, donc c'est multiclass classification problem. Et aussi, il y a des problèmes normalement par exemple, j'ai pas mis ici, il y a multi-label classification. C'est-à-dire, dans la même photo, on a plusieurs labels. À ce moment-là, c'est multi-label classification problem. Alors, bien sûr, vous connaissez c'est quoi le problème de classification, ou bien c'est quoi aussi le problème de régression. Et pour chaque problème, pour chaque type de problème, on a un ensemble de techniques qu'on peut utiliser pour trouver le modèle. Et bien sûr, toujours, il ne faut pas dire que les réseaux de neurones sont toujours les meilleurs. Et nous l'avons montré la dernière fois normalement avec le problème de prédiction des prix des maisons. Dans le cas jusqu'à présent, nous avons montré que la technique lasso est une technique meilleure que les réseaux de neurones selon la performance trouvée pour le même dataset. Alors, ça, c'est un rappel de ce que c'est la régression, ce que c'est la classification.
Mais aujourd'hui, normalement, nous allons essayer de faire le quatrième problème parce que nous avons déjà fait les trois différents problèmes nous avons déjà fait ces trois premières démonstrations, à savoir trouver la droite de régression pour un problème de régression, trouver le montant alloué de publicité, d'accord? Ou bien trouver le chiffre d'affaires selon le montant alloué à la publicité. Donc il s'agit de multivariate régression problème, on a déjà vu ça. Et le troisième projet, normalement, dans lequel on a consommé normalement un volume horaire important, dans lequel nous avons eu l'occasion de voir surtout comment faire la préparation de données et nous avons montré son importance. Et nous avons montré aussi qu'un dataset bien préparé peut impliquer un problème, peut impliquer un modèle de performance importante. À la différence de, à la différence, à la différence d'un problème, à la différence d'un problème qui est simple. Donc ici, nous avons montré que la phase de préparation de données est très importante. Et ensuite, bien sûr, aussi, nous avons montré comment réduire la dimensionnalité, c'est-à-dire garder uniquement les features importantes. Donc ici, bien sûr, suite à ça, nous avons, normalement, nous avons montré que mettre en place un modèle de qualité, ce n'est pas une tâche simple pour des projets finalement réels. Alors aujourd'hui, nous allons faire, bien sûr, de la classification. Et comme le cas de la régression, si vous avez remarqué, on a commencé par des problèmes qui sont simples. La même chose pour le problème de classification. Donc pour le problème de classification, dans un premier temps, nous allons commencer par un nuage de points. Donc tous ces problèmes-là, les 3, 4, 5, 6, normalement le problème 4 et 5 et 6, ce sont des problèmes de classification que nous allons essayer de voir. Et bien sûr, jusqu'à présent, comme j'avais dit à l'introduction, il y a un concept très important. Une fois parlé de la classification, il faut parler de ce que c'est un problème linéairement séparable et un problème non linéairement séparable. Parce qu'un problème linéairement séparable, c'est-à-dire on trouve, par exemple pour le cas ici, c'est un problème linéairement séparable. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver une droite linéaire qui permet de séparer entre les deux classes. Donc notre problème est linéairement séparable, au contraire de celui-là. D'accord? Celui-là, c'est un problème non linéairement séparable. Bien sûr, pour un problème linéairement séparable, l'architecture de notre réseau, un seul neurone, est suffisant pour trouver la droite capable de séparer entre les deux classes, c'est-à-dire, autrement dit, trouver le modèle. Donc un seul neurone est suffisant. Par contre, nous allons montrer dans la suite que pour un problème non linéairement séparable, autrement dit, on ne peut pas trouver une droite linéaire ou bien une ligne qui sépare entre les deux classes. Ceci dit qu'il s'agit d'un problème non linéairement séparable. Et bien sûr, à partir de là, une fois on est capable de justifier pourquoi un réseau multicouche, parce que ici on est obligé d'utiliser un réseau multicouche pour pouvoir faire la séparation entre ces classes-là, parce que c'est un problème non linéaire. Et ici, normalement, une fois être capable de faire ceci, à ce moment-là, on sera capable d'utiliser un réseau de neurones multicouches pour des problèmes par exemple, de handwritten digits. Alors voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que nous sommes en train de faire, parce que déjà, on va essayer de balayer l'ensemble de ces problèmes-là. Nous avons déjà fait trois problèmes pour le problème de régression et nous sommes en train de faire trois autres pour les problèmes de classification. Alors bien sûr, notre objectif de cette démonstration, bien sûr, est de, de créer un modèle.
capable de séparer entre ces deux classes-là. Et bien sûr, on a la régression logistique capable de faire ce travail. Et aussi, on peut faire le même travail avec les réseaux de neurones. Donc ça, normalement, je suppose que vous l'avez déjà vu. Sinon, j'ai normalement vers la fin de cette présentation, j'ai vers la fin normalement voilà, un rappel de cours concernant la régression logistique. D'accord? Et comment faire l'implémentation. L'implémentation soit en utilisant des libraries comme le cas ici, c'est-à-dire on a importé la librairie, on a fait l'apprentissage, on a trouvé la droite finalement capable de séparer les deux classes. Cette droite a été apprise automatiquement par le modèle. Donc ça, c'est en utilisant les libraries. Bien sûr, ça, c'est from scratch. Donc from scratch, on va voir dans la démonstration que nous sommes en train de faire. Alors comment la faire? Parce que c'est similaire à un réseau de neurones normalement avec voilà, un réseau de neurones avec un seul neurone. Alors ça, on va faire un rappel rapide, sinon vous avez les détails vers la fin, comme je viens de montrer. Et par la suite, nous allons nous concentrer sur les réseaux de neurones pour la classification. Dans un premier temps, on va utiliser les libraries, et par la suite, nous allons essayer de faire le travail from scratch. Une fois dire le travail from scratch, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser ni TensorFlow ni autre librairie capable de générer des modèles. Mais nous allons faire le travail à la main. Et nous aurons l'occasion de voir bien sûr comment faire l'implémentation de gradient descent pour un problème de classification. Alors bien sûr, déjà ces propositions de modèles concernent un problème linéairement séparable. Et un problème linéairement séparable, comme je viens de dire, c'est ça normalement. Être capable de trouver une droite qui sépare les deux classes. Dans le cas de 2D, par contre, dans le cas de 3 dimensions, il faut trouver un hyperplan, c'est-à-dire un plan capable de... Il faut imaginer un plan qui sépare les deux classes. Donc c'est ça finalement un problème linéairement séparable. Alors ici, la première étape, bien sûr, il faut générer le dataset. Ce code, normalement, qui est face à vous, c'est un code que je l'ai créé moi-même. Par contre, vous pouvez trouver dans la littérature des fonctions qui sont capables de générer des datasets pour la classification pour un problème linéairement séparable. Donc, si vous allez mettre la requête sur Google ou bien sur ChatGPT, certainement vous allez trouver très rapidement un programme qui est capable de générer le dataset pour un problème de linéairement séparable. D'accord? Parce que finalement, c'est ça normalement. Soit vous utilisez Google, par exemple, dataset, dataset linéairement séparable. Linéaire. Voilà, data linéairement séparable, exemple. Et vous allez, d'accord, trouver quelque part, voilà, comme le cas ici. Comme le cas ici, d'accord. Donc vous allez trouver le code qui permet de faire ceci. Par contre, moi j'ai créé ma propre. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire au début, qu'est-ce que j'ai fait pour expliquer ce code rapidement. J'ai imaginé une droite fictive dans c'est-à-dire f de x égale à moins x plus 5. C'est ça normalement, f de x égale à moins x plus 5. Et j'ai généré des points aléatoires. Donc à chaque fois je génère un x, je le remets à l'échelle. Et par la suite, je génère un y de la même manière. Je le remets à l'échelle. Autrement dit, ici, c'est rien, juste là, d'accord, juste garder une seule virgule après le chiffre. Et je calcule le y, une valeur sur la base de f de x. Si cette valeur, elle est inférieure, c'est-à-dire elle est en dessus, ou bien autrement dit, si le y qui est ça, il est en dessus, d'accord, c'est y, parce que c'est ça la droite. Donc cette droite, c'est là,
par exemple, si je vais générer ce tenant, par exemple, ce point, qui est 0,1 par exemple, qui a comme valeur de x 2,2 par exemple. Je vais calculer le f de 2,2. C'est ça normalement. D'accord? C'est ça. Alors, bien sûr, et ça c'est le y réel. Le y, celui-là, des points réels. Et le f de y, c'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Alors, si ça est supérieur, donc il s'agit de, c'est-à-dire il est en dessus de la droite ou bien en dessous de la droite. Ce point-là, il est en dessous de la droite. Il est en dessous de ce point, autrement dit. C'est-à-dire, il est dans la classe des rouges. D'accord? C'est-à-dire, si y, plutôt, il est supérieur, donc il est à classe 1. La classe 1 ici, c'est des bleus. Donc, si notre y réel, il est supérieur à celle de la droite, donc c'est une classe 1, c'est-à-dire autrement dit bleu. Sinon, rouge. Rouge qui a été initialement initialisé. C'est ça donc le principe que j'ai utilisé pour créer ce dataset. Donc bien sûr, j'ai un paramètre ici, d'accord, qui est n, c'est une boucle, d'accord. Je génère 100 data par exemple. Je peux mettre ici 1000 et je peux générer 1000 et ainsi de suite. Et je fais ici la conversion de ce dataset qui est une liste initialement. Je le convertis en array, d'accord, le résultat. Ici, je trace en utilisant la fonction scatter qui va dessiner en utilisant les coordonnées x, y et aussi la classe pour voir la couleur. On a deux couleurs, red, blue. Donc voilà, scatter elle permet d'accepter ce troisième paramètre qui est ce troisième et quatrième paramètre qui représente la classe. Alors, on a généré le dataset, on l'a ploté, donc c'est bien. Par la suite, qu'est-ce qu'il reste? Ce dataset, normalement, ne nécessite aucun pré-traitement, parce que c'est un dataset bien sûr, purement pédagogique, et c'est un dataset qui est purement linéairement séparable, donc il ne contient aucun problème. Alors, bien sûr, pour ce même dataset, on va faire un rappel comment utiliser la régression logistique en utilisant à la fois les libraries ou bien from scratch. Donc, en utilisant les libraries, c'est très simple, il faut importer, initialiser le modèle, faire le fit. Et une fois faire le fit, c'est-à-dire autrement dit, vous avez des paramètres derrière et votre taille de dataset c'est combien? Le taille est la x1, x2, c'est-à-dire ça c'est x1, ça x2 et la troisième donnée c'est la couleur ou bien 0 ou bien 1, c'est la classe. Donc on a, selon cette figure, on a trois propriétés du dataset. On a x1, l'abscisse, l'ordonnée et la classe qui est la couleur. Donc on a trois informations ici. Donc bien sûr, je fais passer, regardez, je fais passer pour notre dataset, normalement, il y a le X, d'accord? Il y a le X qui contient la partie, c'est ça normalement le X, d'accord? Et c'est ça le Y, et c'est ça la classe. Ça c'est X1, X2, Y, qui est la classe. X1, X2, Y. Le X, c'est le regroupement de X1, X2, bien sûr, deux colonnes. Et une fois faire le fit X, virgule Y, à ce moment-là, on va faire l'apprentissage. Autrement dit, on va trouver le paramètre base, parce que base plus le modèle, plus si on est linéaire, plus W1 fois X1, d'accord? Plus W2 fois X2, plus W2 fois X2. Ça, c'est le problème, si vous voulez dire, de régression linéaire. Mais le problème de régression linéaire, on peut l'utiliser comme fonction logique dans la fonction logistique. C'est-à-dire 1 sur 1, c'est ça la fonction logistique. Parce qu'il s'agit de la régression logistique moins z. D'accord?
Et ça, ce n'est que z. Donc z égale. Donc ce z, on l'appelle fonction logique. Et tout ça, c'est la fonction logistique, ou bien autrement dit, c'est la fonction sigmoïde. Donc voilà, ça c'est pour le problème de régression. Donc sinon, vous pouvez voir les slides qui sont vers la fin et qui concernent là le problème de régression logistique. Alors maintenant, bien sûr ça, pour la régression logistique, mais utilisons des libraries. Vers la fin, une fois qu'on a trouvé le W1, W2 et le bias, c'est-à-dire je peux tracer cette droite-là. Et on va, cette droite, normalement, c'est simple. À partir de cette fonction-là, on peut trouver la droite. C'est-à-dire, on fait ça égal à 0, d'accord? Et on a, bien sûr, on a le W1, on a le W2, on a le bias. Et on peut trouver x1 en fonction. Si on a pour chaque x1, d'accord, par exemple pour 3, on peut trouver son x2 correspondant. Donc, pour trouver la droite, il suffit de trouver deux points. Tu as x1 égale à une valeur, par exemple, pour tracer une droite, je vais mettre x1 égale à 0, et il faut trouver le x2 correspondant. x2 égale à quoi? Pour tracer le premier point, je mets pour x1 égale, par exemple 5, parce que j'ai deux extrémités, égale à 5, il faut trouver son x2. Mais à partir du modèle, à ce moment-là, j'ai deux points, P1 et P2. Et le x2, normalement, est trouvé à partir du modèle, en faisant référence à cette fonction-là. C'est B bias plus W1 fois x1 plus W2 fois x2 égale à 0. Et à ce moment-là, je vais trouver que x2 égale moins W1 sur W2, d'accord, fois x1 moins bias. Donc c'est ça, c'est-à-dire trouver le x2 par le modèle, par le biais de modèle. Il faut lui donner l'entrée qui est x1, et il va nous trouver x2. D'accord? C'est-à-dire je trouve la droite. Parce que cette droite, c'est celle-là, finalement. Cette droite, c'est z. D'accord? Alors, une fois on a ça, on peut trouver la droite qui est regardée ici. La même chose. Pour x1 égale à 0, c'est ça. Le premier point. Ça, x1 égale à 5. Le deuxième abscisse de point. Et ça, c'est get y. D'accord? Get y, c'est quoi get y? On va voir que get y, voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de vous montrer. Moins W1 sur W2 fois X1, moins by sur W2 plutôt ici, j'ai oublié. Moins by sur W2. Voilà, c'est simple, ça. Sur W2. Et donc, je trace la droite. Donc, je rappelle, j'ai importé la librairie, j'ai créé le modèle, j'ai entraîné le modèle. Autrement dit, j'ai le W1, le by sur W2. Voilà, ce sont les suivants. Et je peux tracer le nuage de points que j'avais généré au début. Et je peux plotter la droite calculée. D'accord, par le modèle. C'est ça. Donc finalement, il va trouver la droite. Donc après apprentissage, il a calculé la droite capable de séparer entre les deux classes. Donc dans le code source, bien sûr, de ça, ça concerne la régression logistique et c'est la même chose normalement que, d'accord, que le réseau de neurones que nous allons utiliser tout à l'heure. Donc tout ce code était ici, d'accord. Donc voilà donc l'importation des bibliothèques, la génération du nuage de points. Euh, Bien sûr, ici c'est tracer le nuage de points sans droite. Et bien sûr, ici c'est préparer le data, d'accord. C'est-à-dire uniquement dire voilà ce que c'est le X, ce que c'est la target, et faire le split, importer, créer le modèle, faire l'apprentissage. Attendez juste ici, je vais normalement, pour tester une chose, mais ça je ne l'ai jamais vérifié, mais je vais la vérifier tout de suite. Est-ce que
Attendez. Voilà, donc avant de faire le fit, je vais vérifier est-ce que j'ai des paramètres. Est-ce que j'ai des paramètres ou pas? Par exemple, l'intercept, voilà, il n'y a pas de paramètre. Le paramètre ne peut avoir lieu qu'après apprentissage. Donc, parce que moi, j'ai voulu, dans un premier temps, tracer la droite de début. Parce que certainement, la droite de début, comme nous allons le voir from scratch, elle peut être ici, par exemple. Cette droite, elle ne sépare pas les deux classes. Par contre, ici, normalement, l'intercept ne peut avoir lieu qu'après fit. D'accord, regardez ici. Une fois que j'ai le fit, je peux avoir l'intercept qui est ça. D'accord, et donc je calcule l'intercept et je peux calculer la droite. Donc, cette droite-là, on connaît que la droite finale qui sépare la classe. Mais les phases intermédiaires, on ne peut pas les voir parce qu'il y a une évolution. Il y a un modèle initial, par exemple une droite ici, ou bien là, et par la suite, cette droite-là, elle va subir à des transformations jusqu'à qu'elle soit capable de séparer les deux classes. D'accord? Donc là, voilà, c'est la régression logistique en utilisant les libraries, mais pour la régression logistique en utilisant from scratch, en implémentant l'algorithme de gradient descent dans sa variante la plus simple. Donc, bien sûr, il faut déjà faire une implémentation de la fonction sigmoid, c'est ça, finalement, c'est très simple, sigmoid z, donc 1 sur 1 exponentielle moins z, ce que j'avais mis conforme tout à l'heure. D'accord? Et ça, c'est la fonction predict. La fonction predict, il faut faire la sommation pondérée et par la suite, il faut appliquer la fonction sigmoid et tu as le y hat sous forme d'un tableau de probabilité. D'accord? Ça, on aura l'occasion de le voir parce que ça, je le considère comme rappel concernant la régression logistique. Mais on va essayer de voir la même chose en détail pour les réseaux de neurones. Alors juste pour vous dire, voilà le modèle initial, parce que ici, on est capable de, à la différence de régression logistique de libraries, ici on peut voir ce qui se passe réellement. Alors on peut connaître notre modèle de base, c'est-à-dire notre modèle initial plutôt, dans l'itération 0, je peux ajouter un bout de code ici, regardez, je peux ajouter un bout de code ici, et qui est exactement celui-là, d'accord? Parce que à chaque W1, W2 bytes, à chaque modèle, parce qu'à chaque itération, il y a un modèle, un nouveau modèle. Donc, je peux tracer pour chaque itération, je peux tracer un modèle. Mais il faut faire attention pour une itération 10 000, vous allez risquer de charger la mémoire. Et à ce moment-là, il risque de planter votre programme. Donc, il vaut mieux faire une condition, c'est-à-dire pour chaque, par exemple pour moi, j'ai mis pour chaque 100 itérations, j'ai fait un dessin de ça. Donc if i bien sûr, ou bien if k divise le reste de la division de k par rapport à 100, d'accord, à 100 égale 0, d'accord, égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer. C'est-à-dire, ce bout de code-là, je vais le mettre de manière à ce qu'il va appartenir à cette condition, ce bout de code. Et bien sûr, j'ai le W1, j'ai le W2, j'ai le BICE, et je peux tracer pour chaque 100 itérations, je peux tracer le modèle, comme ça je peux voir son évolution. Regardez ici, à l'itération 0, il était loin, il ne sépare pas les classes. À l'itération 400, déjà, elle est proche, d'accord? C'est-à-dire, tout ce qui est en noir, elle est toujours mal classé, d'accord? Par contre, ici, normalement, à l'itération 5000, ça déjà, ça presque, d'accord? Il reste deux éléments presque non classés, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va essayer de faire ça, voir ça en détail pour les réseaux de neurones. Donc, pour les réseaux de neurones, comme le cas de la régression logistique, on va essayer de faire comment ça se passe pour un cas utilisant les libraries et pour un cas from scratch. Et bien sûr, une fois dire réseau de neurones, la première chose qu'il faut faire, c'est être capable de définir l'architecture de notre réseau. Et jusqu'à présent, j'avais dit que il ne faut pas oublier
qu'il s'agit d'un problème linéairement séparable. Un problème linéairement séparable, l'architecture adéquate de notre réseau de neurones, ça se résume en un seul neurone qui est capable de faire l'affaire derrière. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer ce réseau de neurones qui est composé d'un seul neurone et quels sont ces différents éléments. À savoir la taille du dataset, elle contient uniquement deux colonnes qui sont x1 et x2. Donc le modèle, ou bien les paramètres que nous allons avoir relatifs à ça, pour le neurone attaché à la couche d'entrée, d'accord, c'est base W1, W2. Et bien sûr, on a déjà vu que la première partie du neurone, la première partie de traitement de notre neurone, c'est une sommation pondérée. Donc c'est très simple. Donc W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus base égale à S. Et bien sûr, la deuxième partie, c'est une activation. Et j'avais déjà dit comme quoi il y a plusieurs fonctions d'activation. Et le choix de la fonction d'activation est très important, surtout dans la couche de sortie. Parce que ici, normalement, notre neurone, c'est à la fois, c'est la couche d'entrée, en même temps la couche de sortie. Donc la couche de sortie, normalement, il faut pas, c'est relatif, parce que définir la fonction d'activation de la couche de sortie, c'est étroitement lié à la nature du problème. Donc il s'agit d'un problème de classification. Une fois dire un problème de classification, il faut penser aux probabilités. C'est-à-dire avec quelle probabilité mon objet, ou bien ma ligne, ou bien mon individu appartient à une classe. Ici, nous avons deux classes, soit rouge, soit bleu, ou bien soit 0, soit 1. Donc, avec quelle probabilité donc il appartient à la classe C1, P1, et automatiquement P2, il est dérivé à partir de P1, où je peux mettre directement moins P2, parce que la fonction logistique, 1 moins P1, parce que la fonction logistique, elle va retourner une probabilité. Si la probabilité est supérieure à 0,5, c'est la classe C1, sinon la classe C2, tout simplement parce que on va, bien sûr, on a déjà vu que, attendez, je vais voir ce qu'on l'avons vu ici. Bien, ça c'est important parce que, voilà, donc il y a une probabilité, on peut avoir une valeur, d'accord, P de moins 1, la probabilité de moins 1, d'accord, si x par exemple ici égale à moins 1, en appliquant la fonction sigmoid, on va trouver 0,26, c'est-à-dire ici. Donc comment interpréter ces résultats? Et P3, par exemple, P3 c'est une autre valeur égale à 0,95. Donc regardez, nous avons 3 appartient, la valeur 3, ça c'est un autre problème, c'est pas le problème que nous sommes en train de traiter. Donc la valeur 3 concerne la classe 1, la valeur moins 1 concerne la classe 0. Mais on va voir comment interpréter ces probabilités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire P-1 égale à 0,26? La probabilité de moins 1 égale à 0,26. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut l'interpréter de la manière suivante. Toujours appartient à classe 1. Moins 1 appartient à classe 1 avec la probabilité 0,26. Autrement dit, il appartient à la classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26. C'est-à-dire, quelle probabilité est plus grande? C'est la probabilité 1 moins 0,26. C'est-à-dire, elle appartient à la classe 0. Parce que regardez, on nous classe dans la classe 0 avec une probabilité de 0,74. La même chose pour P3. Donc, on va dire 3 appartient à classe 1, toujours. 3 appartient à classe 1 avec une probabilité 2. Donc 3 appartient à classe 1 avec la probabilité de 0,95. Et appartient à la classe 0 avec la probabilité 1 moins machin. Donc il appartient à la classe. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter ces valeurs retournées de probabilité. Parce que derrière, ce sont des probabilités qui sont calculées. Alors, voilà.
Voilà, nous sommes ici. Donc, on a la probabilité, c'est-à-dire la fonction d'activation, ce n'est que la fonction sigmoïde 1 sur 1 plus exponentielle moins s, parce que ici, c'est la fonction d'activation, elle va recevoir s, c'est moins s, qui est z, si vous voulez dire, moins s. Et je calcule ça, c'est une probabilité. Je peux trouver 0,3 par exemple, comme valeur. Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut le classer dans la classe 0 ou bien la classe 1? Donc, dans la 0, il appartient à la classe 1 avec la probabilité 0,3. Donc, il appartient à la classe 2. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, on sait ce que c'est l'architecture. On va essayer d'implémenter cette architecture en utilisant TensorFlow. Et par la suite, nous allons essayer de faire les choses from scratch. Donc, dans un premier temps, nous avons déjà vu normalement comment ça se passe pour si vous voulez, à force de répéter, peut-être vous aurez, ou bien vous serez capable sinon le code est déjà là, mais on va essayer d'imaginer les étapes, d'accord? C'est-à-dire la première chose que vous devez être capable de faire, c'est, bien sûr, toujours la logique, c'est libraries. Libraries, d'accord? Libraries. Quelle libraries utiliser? Donc, il y a ici TensorFlow, d'accord? TensorFlow, il faut importer la library TensorFlow, Tensor, TensorFlow, et ensuite la création du modèle. Donc, pour TensorFlow, il y a, attendez, voilà, il y a ça. Donc ça, voilà, il faut importer notamment ces deux libraries, ces deux modèles, à la savoir séquentiel et dense. Alors, ces deux modèles-là, par exemple, pour créer votre modèle, voilà, on peut les appeler modèles parce que c'est ces deux classes. Alors, modèle égal à séquentiel, d'accord? C'est-à-dire, je vais l'initialiser, mon modèle. Donc voilà, j'ai initialisé mon modèle. Mais mon modèle contient quoi? Mon modèle contient des couches, d'accord? Point add layer. Oui. Combien de layers? Un seul layer. Donc il faut la créer. Layer égale. Et pour créer les layers, il faut les créer à l'aide de la couche dense. Et donc, parmi les paramètres importants de la couche dense, c'est le nombre de neurones. Donc 1 ici. Mais si je vais faire ici, il faut la créer bien sûr. Mais tous les autres paramètres sont par défaut. Alors pour dire voilà, je vais créer, parce que la première chose qu'il faut mettre, c'est que il faut initialiser parce que cette couche, normalement, que nous sommes en train de créer, elle doit avoir les éléments suivants, base W1, W2. Donc, il faut les initialiser. Alors, pour initialiser euh, les W, parce qu'on a soit un vecteur de W ou bien un vecteur de base. Donc, ici, le vecteur de base, c'est une seule dimension. Pourquoi? Parce que euh, il contient on a un seul neurone. Parce que chaque neurone, parce que dans cette couche, parce qu'on est en train de créer une couche composée d'un seul neurone. Donc, on a un seul base. Alors, pour initialiser les W, initializer, j'espère que ça s'écrit comme ça. Alors, égal à once, d'accord? Donc, juste, je vais vérifier initializer. Alors, voilà, initializer, c'est ça. Alors, donc égal à once, et la même chose pour le base. Je vais initialiser aussi le base, qui est once, base. D'accord? Donc, si je vais vérifier est-ce que ça marche, ça marche. Alors, la troisième chose à initialiser, qui est très importante ici. Donc, parfois, on peut laisser les choses par défaut. Donc, tous les éléments de notre neurone, si on ne va pas les préciser, ils seront par défaut, notamment la fonction d'activation. Mais il faut se poser la question, quelle valeur par défaut à attribuer pour la fonction d'activation?
On a vu dans les séances précédentes que la valeur par défaut de la fonction d'activation, c'est la fonction linéaire. Mais ici, linéaire, normalement, elle ne va pas faire l'affaire parce qu'il faut mettre en place une fonction d'activation qui retourne une probabilité. Donc, il ne s'agit pas d'un problème de régression pour dire linéaire. Donc, il faut retourner une probabilité. Et quelle fonction retourne une probabilité? C'est la fonction sigmoid. Donc, ici, il faut la préciser. Activation, activation, activation égale à sigmoid. Donc, voilà. Donc, il faut préciser ça. Sinon, ça ne marche pas. Alors, jusqu'à présent, nous avons mis l'initialisation des éléments importants de notre couche qui est composée d'un seul neurone. À savoir, on a identifié le nombre de neurones qui est déjà 1, on a initialisé les poids par 1, le bias par 1, et on a surtout défini la fonction d'activation qui est segment. Alors voilà, donc, mais ce qui est important aussi, il faut définir parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas combien de W1 et W2. Il faut préciser la taille. Donc la taille dépend de input dim. D'accord? On peut mettre input dim égale à combien? Égale à 2. D'accord? Ce 2-là, en général, on évite de faire des choses en dur, mais il faut, d'accord? On peut faire la calculer, d'accord? Dim. Et ce dim-là, normalement, dépend de la taille extrain.shape, d'accord? .shape. Et nous allons retourner trouver la valeur 1. Et jusqu'à présent, bien sûr, on n'a pas extrait. Donc, pour ce faire, il faut calculer la partie data. Et la partie data, dans ce cas, nous l'avons générée. Donc, sans pour gagner du temps, donc je vais déjà copier les libraries qui vont me permettre de générer des choses aléatoires, des nombres aléatoires. Bien sûr, ça, je vais l'utiliser aussi parce que je vais utiliser quand même loss. Dans un premier temps, on va utiliser mean squared error comme fonction de loss. Ce n'est pas une bonne pratique, je souligne, mais elle peut faire l'affaire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avons deux probabilités. Et je peux calculer la distance entre deux probabilités. Par exemple, la probabilité, c'est-à-dire l'output c'est 1, c'est une probabilité 1. D'accord? C'est 100%, je connais la réalité. Et si je vais prédire une probabilité, par exemple, si la probabilité est 1, cela dit appartient à la classe 1. Alors, avec quelle probabilité je vais prédire? Je peux prédire 0,2, alors c'est une mauvaise probabilité, parce que c'est inférieur à 0,5. C'est-à-dire, il est dans la réalité, il est dans 1. Par contre, moi, je l'ai prédit dans la classe 0. Autrement dit, la distance entre cette probabilité et cette probabilité, c'est 0,8. Donc, plus cette distance est proche de 1, plus la valeur prédite est erronée. Par contre, si je vais le prédire à la classe 1 avec la probabilité 0,9, c'est-à-dire la distance c'est 0,1. Donc, l'objectif revient, autrement dit, à minimiser la distance entre la prédiction et la réalité. D'accord? Donc, on peut utiliser ça. Mais on va voir une autre métrique pour l'os. Donc, c'est une binary cross validation. On va la voir, bien sûr. Mais juste pour simplifier, on va utiliser ça dans un premier temps. Mais ça n'empêche, parce que ici, nous sommes en train d'utiliser les choses des libraries. On peut une fois bien sûr compiler model.compile. On doit préciser la fonction loss égale. Donc, je peux mettre mean squared error, mais ceci certainement parce qu'on utilise les librairies TensorFlow. Donc, certainement, cette fonction ne donne pas une bonne performance. Par contre, si nous allons utiliser notre propre implémentation,
on peut bien utiliser mean squared error parce qu'on va savoir comment faire la différence et la mettre de telle sorte à calculer la distance entre les deux probabilités. Bref, dans un premier temps, nous allons utiliser les réseaux de neurones à l'aide de TensorFlow, mais pour la fonction de loss, nous allons utiliser la bonne fonction qui est binary, d'accord, binary cross entropie. On va savoir ce que c'est déjà, ce que c'est, bien sûr. Alors, je suis en train de générer le dataset, d'accord, à savoir avoir les libraries pour générer les nombres aléatoires. Ensuite, créer la fonction capable de générer le data, d'accord. Voilà, je vais la mettre à partir de ci normalement, générer le data. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Générer, je vais générer et ensuite tracer le data. Et ensuite tracer le data. C'est pas la peine d'écrire chaque ligne à part, mais je vais copier, coller ça parce que l'important c'est créer le modèle. Alors je vais vérifier ce code, est-ce qu'il va créer, est-ce qu'il va tracer le data. Voilà, mon dataset il a été bien initialisé. Alors bien sûr, une fois initialisé le dataset, je peux bien sûr faire le split. D'accord? Donc je vais utiliser 20% pour le test et 80% pour l'entraînement. Voilà. Voilà, donc j'ai mes datasets et maintenant, train split n'est pas défini. Il faut la définir, il faut la définir, il faut la définir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je refais l'exécution. Et nous avons le xtrain maintenant shape, parce que notre objectif tout à l'heure, c'est avoir xtrain shape machin. Donc pour le xtrain c'est ça normalement. Et son shape, regardez, c'est deux dimensions déjà, mais contient beaucoup de lignes. Donc beaucoup de lignes qui sont 80 lignes et deux dimensions. D'accord? Nous, dans l'input de notre, il y a deux. D'accord? Et pourquoi on a dit on peut faire deux directement? On peut faire deux, mais en général, il est préférable de rendre ça dynamique. Si jamais vous allez changer la taille de votre dataset pour que soit dépendante de l'entrée, sans avoir à chaque fois changé 2, 3 et ainsi de suite. Donc toujours ici, on n'a pas à changer. Donc ici, 82, pour accéder à 2, on a besoin de mettre bien sûr ici 1 et tu as accès à 2. Donc voilà, dim égale extension 1 et j'ai ceci. Donc voilà. Donc bien sûr, pour compiler le modèle, comme nous l'avons fait dans la régression linéaire, il y a plusieurs paramètres. Et surtout, les paramètres importants, ce sont deux choses, à savoir l'optimizer, qui est une chose très importante, et ensuite la fonction loss. D'accord? Et aussi, on peut faire les metrics. D'accord? Égal. Donc, on peut mettre ici les metrics. Alors, pour l'optimizer, on va faire le stochastic gradient descent. Pourquoi? Parce que on a on souhaite utiliser une variante de gradient descent et la variante la plus simple qui est normalement euh, comment dirais-je? La variante c'est alors la variante la plus simple batch, voilà, batch gradient descent. C'est batch gradient descent. Ce batch gradient descent, c'est l'implémentation stochastique gradient descent, c'est une amélioration de batch gradient descent. Donc les gens de Keras, ou bien les gens de TensorFlow, ils ont proposé une seule implémentation stochastique gradient descent et qui est capable de prendre en compte
le batch gradient descent et qui est défini dans le fit. Donc dans le fit, je peux définir déjà epox égale par exemple à 1000 itérations et je peux définir le batch size. Batch size. Alors, à ce moment-là, si le batch size égale à toute la taille de notre dataset, ici 80, c'est-à-dire là, le nombre d'enregistrements, l'échantillon à utiliser tout, si je vais utiliser tout si je vais utiliser toutes les lignes comme taille d'échantillon, à ce moment-là, je suis dans le batch gradient descent. Donc voilà, donc avec tous ces éléments-là, on va définir ou bien on va utiliser le batch gradient descent par le biais de stochastic gradient descent, bien sûr, parce qu'on n'a pas une implémentation spécifique à batch gradient descent. Alors, pour ce faire, il faut déjà importer la librairie nécessaire pour stochastic gradient descent et mettre ici, spécifier le learning rate qui est par exemple égal à 0,01. Voilà. Alors, stochastic import, alors sgd égale, non, sgd égale, sgd égale, et il faut importer la bibliothèque. Le learning rate, une fois nous allons faire l'implémentation avec from scratch, nous allons voir ce que c'est le learning rate. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà vu pour le problème de régression linéaire. Alors, ici, juste pour importer la librairie concernant le stochastic gradient descent, voilà, donc from TensorFlow Keras Optimizers import sgd. Donc c'est ça notre, voilà, from TensorFlow Keras Optimizers import sgd. Donc voilà, donc on a ça et on a la compilation. Ici il y a des erreurs, on va voir ce que c'est normalement. Le field to find data adapter that handle input class non type. Alors, model fit epox batch size. Matrix. Voilà, matrix loss model. Voilà, matrix égale, j'ai pas mis de matrix. Matrix égale à, ici, bien sûr, dans le problème de régression, on avait fait MAE. Il peut accepter MAE, par exemple, attendez, ou bien mean absolute error. Attendez, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé déjà? Alors, adapter, runtime, data adapter input. Binary cross entropy. Alors on va faire ici. Normalement, c'est pas bien de mettre AMAE parce que AMAE normalement ça concerne la régression logistique. Mais moi, je l'ai fait juste pour corriger l'erreur. Mais normalement, l'erreur elle est toujours là. C'est pour cela que je vais faire normalement l'accuracy. D'accord? L'accuracy normalement, on va voir ce que c'est exactement. Mais toujours il y a l'erreur, donc certainement l'erreur ne concerne pas Matrix. Mais peut-être. Alors, est-ce que c'est ça, Matrix? Est-ce que c'est une liste de Matrix? On va voir. Voilà. Alors, je vais voir ce que c'est normalement ici, l'erreur. Alors, l'activation, Matrix, voilà, normalement, c'est un ensemble de binary cross entropy. Voilà, binary cross entropy, peut-être je ne l'ai pas bien écrite. Binary cross entropy. Toujours il y a erreur ici, binary. Binary cross loss égale. Loss égale, est-ce que j'ai bien mis loss égale optimizer. Donc, optimizer égale HGD, loss égale à binary, matrix égale à accuracy. Fit, ah voilà, voilà. Donc, on a oublié la chose la plus importante, d'accord? Alors, dans le fit, parce que normalement le problème se trouve dans le fit, regardez, le compile ça marche. Le problème se trouve dans le fit, d'accord? Et le fit, il faut déjà préciser le X et le Y, d'accord? Et ici, normalement, il faut préciser le X train et le Y train, ça c'est important.
D'accord, on a oublié ça. Donc voilà, donc maintenant, il y a l'apprentissage, d'accord, en utilisant binary cross entropy. Vous voyez l'accuracy, c'est une précision, on va voir sa formule par la suite, c'est quoi. Mais le plus important, la précision normalement doit augmenter, d'accord, d'accord. Au contraire de mean squared error doit diminuer, ici on doit enlever la précision. Donc, vers la fin, après 1000 itérations, on a atteint 61% de l'efficacité de notre modèle, avec l'os de 60%. Donc déjà, notre modèle, il est mauvais, d'accord, si vous voulez dire. Alors, suite à ça, je peux, par exemple, faire un modèle, d'accord, faire un modèle, je sais pas, point get params, je sais pas, est-ce que get params, c'est ça, get params. Alors, on va voir, modèle, point, pour récupérer ces paramètres. Attendez, la fonction sigma, il sort, on va voir. Alors, attendez. Alors, la fonction getParams. Hmm, voilà, je garde ça, alors on discarte, voilà. Alors, je vais aller dans le... Voilà, donc il y a getParams, j'imagine. Modèle predict, getWeights plutôt. GetWeights. Donc, ici, à la place de getParams, il y a getWeights. Il y a un vecteur de W et un vecteur de base. Donc, si je vais exécuter ça, alors pourquoi ça déjà? Model gateways 2 mini validity impact expected 2. Alors, attendez. Alors, AGD model.compile, model. Ah oui, parce que j'avais à chaque fois ajouté des couches. Parce que ici, normalement, alors model describe, si on va faire model describe, j'ai créé plusieurs couches, model describe. Parce que à chaque fois, j'utilise describe. euh, describe. Je sais pas, describe, non, non. Alors, point summary normalement, summary. Point summary ou bien get summary. Summary. Voilà. Regardez, normalement ici, j'ai ajouté sans le savoir, j'ai ajouté à chaque fois, j'exécute la cellule et à chaque fois, j'ajoute d'accord, j'ajoute les couches. D'accord? Donc, il fallait à chaque exécution de cette cellule, elle est où déjà? À chaque exécution voilà, de cette cellule, il fallait initialiser le modèle. Et donc, le modèle ne peut être initialisé qu'à par le biais de modèle égal à séquentiel. Normalement, je l'avais copié. Voilà. Modèle égal à séquentiel. Égal à séquentiel. Pour empêcher la création de, à chaque fois, créer peut-être certainement ici, on va avoir, peut-être, ça dépend parce que l'architecture maintenant est modifiée, on peut avoir une performance meilleure. Voilà, maintenant on est proche de 80% et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant la performance est élevée. Le problème dû au nombre de couches créées. Maintenant ceci est vrai parce que j'ai un seul vecteur de W et un seul vecteur de base. Parce que tout à l'heure, getWeights retourne plus que deux vecteurs et moi je mis comme attente, comme variable de la partie droite de la partie gauche de égal, je mets uniquement deux variables. Par contre, getWeights retournait plus que deux variables. Et modèle Samari, regardez maintenant comment il est. Il contient une seule couche avec trois paramètres, deux W et un seul base. Alors ici, maintenant, j'ai le W et j'ai le base. D'accord? J'ai le W et j'ai le base. Donc, le W0, regardez ici, 0, 0. 0, 0, normalement, ça c'est W. Et W0, 0, il va retourner normalement ça. W0,
W01 parce que le deuxième tableau, attendez, 1-0 plutôt, la deuxième ligne, 1-0 retourne 0-0-4. Et ça, c'est le BICE. Donc le BICE, déjà, c'est ça. Et pour avoir cette valeur, je peux l'avoir avec BICE 0. BICE 0, je peux avoir cette valeur. Donc, le BICE, je vais mettre égal à BICE 0, bien je vais utiliser le B, d'accord, le B égale à BICE 0. Ici, ça c'est W1 égale, ça c'est W2 égale, et voilà, j'ai le W1, le W2 et le BICE, d'accord, le BICE. Comment tracer la droite? La droite, j'avais dit, il faut utiliser finalement ce code source pour tracer la droite. Et on va voir à ce on va séparer. D'accord? Parce que au début, j'ai quoi? Au début, get y, au début, j'avais W1 égale à, le modèle initial était W1 égale à 1, W2 égale à 1, et BICE égale à 1. D'accord? Donc le get y, je vais le définir. Je ne sais pas ce que le get y, il n'est pas défini dans ce slide. Donc je vais le définir, get y. Voilà, c'est ça. Get y, il est capable de me retourner x2 à partir du modèle. Regardez, ça c'est x2. Je lui donne x1, mais il calcule x2 à partir du modèle. Et le modèle c'est W1, W2 et de base. Regardez donc, 1, 1, 1, le point 0, donc il va me retourner x2. Parce que pour plotter à l'aide de plt.plot, je lui donne une liste de x et une liste de y pour plotter. Donc la liste de x, j'ai deux valeurs 0,5, les extrémités, et il va calculer ses correspondances. Les valeurs correspondantes, la valeur correspondante à 0, c'est celle-là, par le biais de modèle, et la valeur, bien sûr, de 5, c'est à partir de ça. Donc ici, je vais mettre 1 aussi. Ça, c'est le modèle initial avant de faire l'apprentissage. Parce que, regardez, comme j'avais fait dans le modèle, kernel initializer égale à 1, c'est-à-dire W1 va être égal à 1, W2 égale à 1. BICE initializer égale à 1, c'est-à-dire BICE égale à 1. Alors, ce modèle initial, on va trouver sa droite se trouve où? Voilà, et ça, c'est le comme title initial model. Initial model. Il n'y a pas d'itération. D'accord, il n'y a pas d'itération. On a le L, je vais vérifier est-ce qu'on a le L déjà. Le L, toujours, il est là. Voilà, le L, il est là. Et on va, bien sûr, tracer le modèle initial. Vous voyez, le modèle initial, il est là. Il sépare et il a toutes les classes, toutes les choses en bleu, ils sont bien classées. Par contre, tout le rouge, il est mal classé. D'accord? C'est-à-dire, il a sa précision, elle est très faible pour le modèle initial. Alors, après apprentissage, on ne va pas utiliser 1 et 1 et 1, mais on va utiliser le W1 de notre modèle après apprentissage. Donc, on a déjà le W1, W2, regardez, j'ai déjà le W1, j'ai déjà le W2 et j'ai déjà le BICE. J'ai déjà le B à la place de BICE, sinon mettre BICE 0. Alors, sauf ici, je vais mettre le B, d'accord? Et ici, il n'y a pas d'itération. C'est-à-dire ici, c'est le modèle final. Final, modèle, modèle, after, after fit. After fit ou bien after training. Voilà. Anaconda, machin, je sais pas quoi. Mais ici, c'est pas bien. Jusqu'à présent, j'ai pas le bon. Ça, c'est bien vu. Execute def get y. Oui, oui. Très bien, très bien, très bien. Alors, si c'est ça, c'est bravo, hein. Normalement, on doit l'exécuter. Ah oui, parce que moi, peut-être, j'ai pas lu carrément le message d'erreur. Mais regardez, jusqu'à présent, on a toujours la même chose. On a un problème, d'accord? On n'a pas le bon modèle. Parce que ici, name Y.
Alors ça, c'est... Non, ça n'existe pas, je l'avais fait comme test. Mais on est dans le bon chemin, d'accord? On va changer le nombre d'itérations. C'est à la place de 1000, je vais faire 2000. Ou bien je refais le fit. Si je refais le fit, c'est comme si il va considérer les derniers paramètres. Au lieu de faire 2000 et attendre, je vais refaire l'exécution à partir de là, mais il va considérer déjà les paramètres qu'il avait calculés dans les 1000 premières itérations. Donc je vais faire le pour gagner. Vous voyez déjà, on a commencé avec l'accuracy 80%. D'accord? Et maintenant l'accuracy elle augmente. D'accord? Et 20%, normalement, c'est justifié. Regardez maintenant, c'est 0,9%. C'est 0,9, c'est 80%. On va voir ceci. Regardez maintenant. Maintenant, c'est déjà presque. D'accord? Si on va encore commencer à partir de cette précision-là et relancer, on va voir à ce qu'elle va. D'accord? Est-ce qu'elle va augmenter la performance? Il va commencer avec 0,9. On va voir à ce qu'il va augmenter. Parce que il reste quelques points. Voilà, elle augmente la performance encore. Voilà, 82, 12%, c'est-à-dire elle a ajouté quelques points comme il les a bien classés. Et on va voir c'est quoi là. Regardez ici, combien il reste. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points mal classés. Alors 8 points parmi 100, c'est le 7,5 qui est là, qui reste. D'accord? Qui reste dans la phase de training normalement. D'accord? C'est, voilà. Donc, 7,5% restant, c'est les 8 points. D'accord? Si on va faire 8, la performance, c'est 8 points qui sont mal classés. Donc la performance, parce que 8 points, 8 points mal classés. 8 points mal classés. Et on est en train de calculer l'accuracy. On va voir la formule d'accuracy, on va justifier ce pourcentage à partir de 8 points. Parce que ça nécessite de voir la formule d'accuracy, c'est quoi. Alors j'espère que vous avez compris ce que c'est normalement là. On a utilisé un nuage de points linéairement séparable et notre objectif bien sûr est de trouver la droite qui sépare les deux classes, la classe des rouges et la classe des bleus, en utilisant Neural Network, mais en utilisant bien sûr des libraries. On a fait l'apprentissage, on a créé le modèle, on a initialisé le paramètre qu'il faut, et il faut faire attention à la fonction, bien sûr, d'activation choisie. On a compilé le modèle, on a utilisé l'optimizer le plus classique, c'est-à-dire le stochastic gradient descent, mais j'avais précisé que le stochastic gradient descent, combiné avec le batch size qui contient tout le dataset, cela dit qu'on est en train d'utiliser le batch gradient descent. Alors, avec 1000 époques uniquement, c'était pas suffisant et on a réentraîné pour avoir cette performance qui est 92%. Et on va dire ce que c'est déjà cette accuracy, quelle est sa formule et qu'est-ce qu'elle représente. Alors, comme montré normalement dans le, le slide ici, le code source, c'est le même. On a déjà vu c'est quoi la fonction segment. On va avoir tout de suite quelques détails à propos de cette fonction, bien quelques rappels. Mais surtout, il faut voir ce que c'est le binary cross entropy, quelle est sa formule, et c'est quoi l'accuracy, c'est quoi sa formule, et pourquoi les utiliser. Parce que on va voir normalement une matrice de confusion, d'accord? Donc sigmoid fonction, c'est ça, c'est le rappel de la fonction sigmoid, ou bien la fonction logistique. Alors l'accuracy, son rôle, c'est une mesure d'exactitude et l'une des mesures les plus simples et les plus intuitives pour évaluer les performances d'un modèle de classification. Donc ça, c'est une définition que j'ai piquée à partir de ChatGPT. C'est une partie de la définition. J'ai piqué juste la partie importante.
Alors pour évaluer, c'est une métrique parmi plusieurs. Bien sûr, il y a plusieurs métriques pour évaluer la performance d'un modèle de classification. Il y a l'accuracy. Et on va voir par la suite quels sont, quand est-ce que je ne dois pas me limiter à utiliser uniquement l'accuracy. Parce qu'il y a des cas que l'accuracy, ce n'est pas une mesure suffisante pour dire que mon modèle il est performant. Notamment pour les problèmes non, dans le problème de classification non équilibré. Il dit non équilibré, c'est-à-dire le nombre de classes est non équilibré. On va voir par la suite. Alors cette mesure, elle donne une indication du pourcentage d'exemples correctement classés par le modèle parmi l'ensemble total des exemples. C'est-à-dire, la formule, c'est le nombre d'exemples correctement classés sur le nombre total d'exemples. Et cette métrique, normalement, elle est dérivée à partir de la matrice de confusion, confusion matrix. Autrement dit, si on va la relier à la matrice de confusion, on va dire que notre mesure est égale à true positif, TP. True positif plus true négatif. On va voir ce que c'est TP, T1 et ainsi de suite. Sur l'ensemble. L'ensemble, c'est true positif plus true négatif plus false positif plus false négatif. Et ça, c'est exactement le nombre total d'exemples. Et bien sûr, true positif plus true négatif, c'est le nombre d'exemples correctement classés. C'est true positif, ce sont les positifs correctement classés, c'est true positif. Et les négatifs, ce sont les négatifs correctement classés, ce sont les true négatifs. On va voir ce que c'est à partir d'un exemple. Mais dans un premier temps, si nous avons 85 parmi 100 enregistrements qui sont bien classés, notre performance c'est 80% qui est l'accuracy. Alors, maintenant, si on va voir la confusion de matrice pour comprendre ce que c'est trop positif, trop négatif, et ainsi de suite. Je suppose normalement, peut-être que vous l'avez déjà fait, la confusion de matrice, mais ça non pas, je vais faire un rappel. Alors, pour calculer la confusion, la matrice de confusion, il faut connaître deux choses, à savoir les classes initiales, c'est-à-dire le Y, et les classes predicted Y ou bien Y hat. D'accord? Alors, c'est-à-dire ici 0, 0 c'est négatif et 1 c'est positif. Regardez ici, dans la réalité j'ai 0, c'est-à-dire c'est un négatif. D'accord? Et dans la prédiction c'est 0, c'est-à-dire c'est un true négatif. Voilà. C'est ça, pour cette ligne, il faut faire ces deux comparaisons. True négatif, c'est-à-dire c'est un négatif qui est bien classé. Ça donne true négatif. Voilà un premier true négatif. Aussi ça, c'est un négatif et qui est classé par notre modèle négatif. Donc, réalité égale à 0 et prédiction égale à 0. True positif, réalité égale à 1 et prédiction égale à 1. Donc 0, 0, true négatif. 0, 0, true négatif. 0, 1. Regardez pour cet enregistrement-là. En réalité, elle est négative. Et en prédiction, elle est positive. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Positif. Mais est-ce que c'est un true positif? C'est un false positif. C'est un FP. Donc, c'est quoi un false positif? Il est prédit positif, mais en réalité, il est zéro. Il est négatif. C'est quoi un true positif? C'est quoi un false positif? La réalité 0, la prédiction 1. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est la réalité 1 positif, la prédiction 1 positif, donc c'est un true positif. True positif, true positif, true positif, true positif, true positif. Si jamais on a 1, 0, donc toujours commencer par la prédiction. La prédiction, c'est négatif. Mais en réalité, c'est 1. Donc c'est un false négatif. Donc j'espère que vous avez compris c'est quoi la différence entre false négatif, false positif, true négatif. Mais ceci, c'est que pour une classification binaire. D'accord? Par la suite, peut-être on aura l'occasion de voir la confusion de matrice pour une classification multiclasse.
Pour ne pas trop compliquer le problème, je garde ça comme ça. Alors, pour calculer ça, vous pouvez, pour calculer la matrice de confusion, vous pouvez lui donner deux paramètres, la réalité et la prédiction. Et vous allez calculer la matrice de confusion. Maintenant, nous, pour, pour ça, la matrice de confusion, elle a cette forme. Elle a cette forme, la matrice de confusion. C'est-à-dire, on a la réalité dans cette partie-là, on a la prédiction ici, la réalité 1, la prédiction 0, c'est un false négatif. La réalité 1, la prédiction 1, c'est un true positif, et ainsi de suite. Donc ici, on doit mettre le nombre de trous négatifs. Combien de trous négatifs on a ici? 1, 2, 3. Donc on a ici, on doit trouver 3. Combien de trous positifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici 6. Combien de false négatifs? False négatif, normalement, on avait 0. D'accord? On a 0. Et non, ça c'est true positif. Attendez, ça c'est true positif. C'est true positif, c'est ici, c'est 6. Voilà, 6. Et ici, c'est 1. D'accord? Alors voilà ce qu'on avait trouvé comme. Voilà. Alors, cette matrice de confusion, vous pouvez, ça c'est calcul manuel, mais vous pouvez la calculer à l'aide de Python en important déjà cette librairie, en faisant appel à confusion matrice, la fonction, et vous pouvez lui passer en paramètre la réalité et la prédiction, et elle va calculer la. Voilà. Ça c'est en ce qui concerne maintenant, vous connaissez ce que c'est l'accuracy. L'accuracy, c'est le nombre des choses bien classées, à savoir true positif plus true négatif, sur le total. D'accord? C'est exactement ça, ça donne l'accuracy. Alors si on va revenir vers tout à l'heure ce que j'étais en train de dire. Alors on avait une performance. D'accord? On avait une performance ici. D'accord? Et on avait quoi? Combien d'éléments mal classés? Alors 4 ici et 4 là, ça fait 8. Ça fait 8. D'accord? 8, c'est-à-dire, si je vais faire l'accuracy égale. Égale à quoi l'accuracy? Égale à combien d'enregistrements j'ai? 100 moins 8 qui sont mal classés. Sur 100. Vous voyez? C'est ça la mesure. Et d'ailleurs, ça va justifier le 0,72% qu'on avait trouvé ici. Donc j'espère que vous. Donc 12,5 normalement, mais ce 5 là, peut-être les. Bon, je sais pas finalement. Parce que peut-être, non. Normalement c'est 92 exact. 2, 4. Voilà, ici 2, 4. Sauf si il a considéré ce point-là comme mal classé. D'accord? Alors, voilà. Donc ça, c'est comment ça marche en utilisant les libraries. Maintenant, nous allons essayer de proposer une implémentation, mais from scratch. Alors, pour ce faire, déjà, je vais considérer je vais utiliser le même notebook, mais moi, je vais vous envoyer sur Google Classroom ce qui a été fait from scratch ici, normalement, c'est ça. D'accord, les choses from scratch, voilà. Alors, comment faire la chose from scratch? C'est-à-dire si on va définir notre def fit, donc fit reçoit x et y bien sûr, d'accord? Et vers la fin, on doit avoir un modèle initial, d'accord? On doit avoir un modèle initial, d'accord, égal à 1, 1, 1. Et on va vers la fin faire un return W1 ou bien byte, je préfère commencer par byte, W1, W2. Donc voilà. Après appel de fit, bien sûr, après appel de fit, nous passons x et y, on doit trouver on doit faire les mises à jour.
en faisant bien sûr appel à gradient descent. Et gradient descent, normalement, c'est une approche itérative. Donc, for, bien sûr, k ou bien i in range, in range epochs, d'accord? Epochs. Et je vais faire ceci. Combien de mises à jour je vais faire? À chaque itération, je vais faire une mise à jour. W1 égale l'ancien W1 moins W1 égale le nouveau W1 égale l'ancien W1 moins le gradient. Gradient, d'accord? Gradient W1 fois learning rate. Learning rate. Learning rate. Et learning rate, bien sûr, il faut l'initialiser. Voilà, on va utiliser comme le cas de batch gradient descent plutôt. Égal à 0, je sais pas, 0,01. Voilà, 0,01. Alors. Donc, learning rate est la même chose pour le W2. W2 et le bias. Le bias égale le bias. Gradient bias. Et ici, W2. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, pour faire réellement la mise à jour, il faut trouver le gradient W1. Le gradient W1 égale à quelque chose, le gradient W2 égale à quelque chose, et le gradient de base égale à quelque chose. Donc ce quelque chose, normalement, c'est, on a dit pour simplifier, parce que on peut normalement dire par la suite, mais ça on va le faire dans un atelier d'exercice. C'est-à-dire pour calculer réellement la mise à jour de base, comme le cas de la régression, il faut calculer les dérivées partielles. Parce que le W1, ou bien l'erreur, il faut calculer l'os. C'est quoi gradient W1? C'est la dérivée de l'os par rapport à W1. Mais le loss ne dépend pas de W1 directement. Donc il faut calculer des loss par rapport à d hat, d hat par rapport à sigmoid, sigmoid par rapport à S et S par rapport à W1. Donc les dérivés normalement par partie en utilisant la règle de chain rule. Ça, on va le faire bien sûr une fois. Euh, c'est dans la partie des exercices. Mais pour simplifier dans un premier temps, on va faire la dérivée comme si on va utiliser la régression linéaire ou bien mean squared error, mais d'une manière directe. D'accord? C'est-à-dire, on va. Tout à l'heure, j'avais dit que la distance entre les deux probabilités, donc le mean squared error, parce que la fonction elle est simple, on va dire, mean squared error égale, égale à 1 sur n, d'accord? Hein, sigma de y moins y hat, pardon, moins y, non, moins y hat, moins y hat au carré ou bien l'inverse, ça revient au même au final, moins y hat au carré, la somme des erreurs au carré. Et ici, on va utiliser cette dérivée de l'os directement par rapport, donc la dérivée de E par rapport à W1 directement. Si je vais remplacer le Y hat directement, en considérant qu'il s'agit d'une distance. D'accord? Alors, pour ce faire, dans cette formule, il y a, comme on l'avait déjà montré pour le problème de régression, on a cette valeur de mise à jour. Attendez, cette valeur de mise à jour égale à ça. D'accord? Finalement, les gradients, ce sont les suivants. D'accord? Les gradients, ce sont les suivants. Parce qu'il faut, sinon, il faut voir le problème de régression. Alors,
selon cette formule-là, 2, d'accord, le moins c'est ça, le moins, le 2, donc moins 2 sur n, la dérivée par rapport à l'erreur c'est 1, fois, qu'est-ce qu'il reste ça, prime, il reste y moins y hat, pour le cas de W1, et c'est ça normalement, y moins y hat, fois x, parce qu'on avait dit que la, le W1, il dépend, le YH, il dépend de X. Le YH, il dépend de X. Donc, on va trouver cette formule-là si on va considérer la distance entre les deux probabilités dans la manière la plus simple, pour simplifier. Mais par la suite, on doit, à la place de E, cette loss qui est mean squared error, on doit utiliser binary cross entropy. On va la voir d'ailleurs. Binary cross entropy. Et à la place de YH, comme il s'agit d'un problème linéaire, c'est-à-dire on a considéré juste le Z. On n'a pas considéré réellement le 1 sur 1 plus 1 moins Z. Comme si on est en train d'optimiser le Z dans la dérivée actuelle que je suis en train d'utiliser ici. Comme si on est en train d'optimiser la fonction logique qui est la fonction Z, qui est égale à 1 plus exponentielle moins, d'accord? Non, ça c'est la fonction sigmoid, d'accord? La fonction sigmoid égale. Mais la fonction Z égale à uniquement base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Donc cette formulation-là, ces dérivées sont relatives à l'optimisation de Z, comme le cas de la régression linéaire. Alors après ça c'est le gradient W1, ça c'est le gradient W2, d'accord, parce que ça c'est X1, ça c'est X0, et ça c'est la différence de l'erreur, et normalement le bias ne dépend pas de l'entrée. Le bias ne dépend pas de l'entrée, selon l'architecture de notre réseau de notre bien sûr. Alors, ça c'est pour un nombre d'époques données égal à, par exemple, 1000. Puis on va faire 10 dans un premier temps juste pour voir. Alors attendez, je vais voir ici le X. Est-ce que j'ai le X? Voilà, j'ai le X. Et j'ai le Y. Et j'ai le X train, j'ai le Y train. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le X train. D'accord, tout simplement. X train et Y train. Donc voilà, je teste. Il y a une erreur. N is not defined. Le N, c'est la taille, normalement. Le N, c'est l'N de X, si vous voulez dire. D'accord, il y a autre chose. Device. PY is not defined. Donc, PY, c'est la prédiction. Il faut faire ici la prédiction. C'est quoi la prédiction? La prédiction égale, predicted Y ou bien Y hat égale sigmoid de X. Sigmoid de X accompagné de notre modèle. Non, c'est pas... Oui, c'est ça. Alors, mais il faut écrire c'est quoi sigmoid? Def, sigmoid. Sigmoid qui reçoit X et qui permet de faire return ou bien return 1 sur 1 plus np point exponentielle moins z. Voilà. Donc je de préférence lui passer z. D'accord, la fonction logique. On va tester la fonction sigmoid à part. Fonction sigmoid de 1. Voilà, elle calcule. C'est-à-dire toute valeur donnée, elle est compris, le résultat c'est compris entre 0 et 1. C'est bien.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer le Z, segmoid Z. C'est la... Donc Z, c'est quoi? C'est la... C'est... Alors, segmoid Z, et Z, c'est la fonction logite. Si on va revenir à l'architecture, donc Z, c'est S. D'accord? S égale à W1 fois X1 plus W2 fois E plus base. Donc Z égale W1 ou bien base plus W1 fois X1. Et c'est quoi le X1? C'est tous les enregistrements, virgule 0, c'est-à-dire la première colonne, plus W2 fois X2, c'est tous les enregistrements, virgule 1. D'accord? Ça, c'est le Z. Donc, ça va donner un ensemble de Z, si vous voulez dire. Et ici, le PY, c'est un vecteur. Le Z ici, c'est un vecteur. Et si on va faire ceci, par exemple, regardez. Si on va faire un petit Z ici, Z égale à base, on a déjà base égale à 1, base égale à 1, W1 égale à 1, et bien sûr W2 égale à 1. Ça, c'est W2. C'est W2, W1, W2. Alors ici, le X0 plus le X1, donc égal à Z. Si on va mettre Z, Z, c'est un vecteur de valeur. Sa longueur, c'est exactement le 80% de la taille. Ou bien ici, parce que j'ai fait passer tout le dataset X. Par contre, ici, dans le fit, je fais appel à Xtrain. Donc la taille à l'intérieur ici, c'est 80. Alors, une fois j'ai le Z, c'est bon, je peux calculer le sigmoid Z. Elle est où? Je suis où déjà? Voilà, 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 voilà. Je suis où? Tort, tort, tort. Alors, pardon, je suis où? Sigmoid, voilà, je suis ici. Donc, l'un Z, et je peux faire sigmoid Z. Donc, tout ce résultat, ce sont des probabilités. La même taille, 100, d'accord? Alors, j'ai 100 probabilités. Et vous voyez, tous les enregistrements sont supérieurs à 0,5. C'est-à-dire tous les enregistrements sont classés dans la classe des bleus. Donc il y a tous les rouges sont mal classés. Alors maintenant le fit, voilà, doit fonctionner. D'accord, le fit doit fonctionner. Attendez, alors gradient bias is not defined. Gradient bias. Alors bias, gradient W1 et gradient bias. C'est ça normalement. Gradient bias. Voilà. Donc après fit, il va retourner ces résultats-là. Et regardez d'ailleurs, le dernier ne change pas. Le bias égale à bias moins gradient bias. Alors pourquoi le gradient bias ne change pas? Voilà, parce que j'ai pas... oui, j'ai calculé le PY, donc sigmoid Z. Y moins PY. Pourquoi le gradient bias ne change pas? Alors je vais faire bias W1, W2 égale, et je vais afficher ces informations. Voilà, le bias ne change pas. Bias égale à bias moins. Alors Z égale P gradient bias égale gradient W1, W2, égale à W1 moins plus moins gradient. Bon, normalement, ça doit fonctionner. Le bias égale à bias. Bref, peut-être le rural. Normalement, c'est pas logique. Attendez, je vois le chat, peut-être il y a quelque chose. Oui, oui. Par contre, c'est bien le message, ça concerne W2. Très bien. Alors ici, W2 égale à W2, voilà. Donc c'est ça. Et voilà.
Et normalement, tous les enregistrements doivent être modifiés. Alors, pareil pour l'autre qu'on avait utilisé, tracer le modèle, mais, mais avec ça, d'accord? Avec ça, on va pareil tracer le modèle, d'accord? Avec cette manière-là. On va voir ici, jusqu'à présent, regardez, c'est presque. Mais si on va faire augmenter le nombre de 1000, par exemple, on va faire 2000. Regardez maintenant, 2000 avec 2000, regardez, c'est presque, il y a toujours des erreurs. 2500, normalement on fait des 1000, si on va faire des 1000, on aura 10 aucune erreur. Normalement ça, il y a problème, hein. After, donc ça pose problème ça. Je vois pas, normalement ce code doit séparer parfaitement les classes. Attendez, alors, W1, W2, regardez ici, j'utilise le B. Normalement, je dois utiliser le bas. Vous voyez, parfois des erreurs petites. Vous voyez. Regardez, maintenant, il sépare parfaitement les classes. Est-ce que vous avez vu l'erreur? Parce que parfois, on n'arrive pas à voir l'erreur. Parce que j'ai utilisé le même code, j'ai copié-collé, mais j'ai gardé le B2, ce qui a été trouvé avec le réseau de neurones. Maintenant, avec ça, maintenant, ce qui est important, je peux voir l'évolution de mon code après chaque prédiction, d'accord? Après chaque. Donc, je peux faire ceci. Donc, je peux faire if à chaque 100 itérations. Il ne faut pas oublier ça, par exemple. À chaque 100 itérations, if i divisé le reste de la division par 100 égale à 0. Et je peux mettre ce code. Regardez, je peux mettre ce code. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, il faut mettre donc plus stri. Plus stri pour dire que, d'accord, modèle itération, je vais mettre itération, chaque title. Et si j'ai le W1, W2, 5, voilà, donc je vais faire ceci. Regardez maintenant, à chaque 100 itérations, il y a, regardez, au début, l'itération 0, c'était ça. L'itération 100 était ça, vous voyez. L'itération 300, l'itération, voilà, 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 voilà. Donc, à chaque avancement, d'accord? Regardez l'itération 1000, c'est déjà ça. L'itération, par exemple, voilà, l'itération 2200, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, à chaque 100 itérations, il y a 5300. 5300, ça c'est l'itération 10 000, d'accord? Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, si on a déjà dépassé le temps par 4 minutes, ça c'est comment ça marche le problème de classification en utilisant bien sûr euh, le réseau de neurones avec un seul neurone, mais en utilisant la chose la plus simple, c'est-à-dire on a utilisé dans le from scratch les choses qui sont pas bien, ce sont les suivantes, c'est-à-dire pour calculer la dérivée, on n'a pas utilisé les choses comme il faut. Donc ça, à refaire par la suite pour une meilleure optimisation. Et ça, bien sûr, on n'a pas utilisé le binary cross entropy comme fonction loss. Et c'est quoi la binary cross entropy? La dernière chose. Dernière chose, binary cross entropy est une fonction de perte, comme le cas de mean squared error dans le cas de régression, utilisée dans les tâches de classification binaire. Elle mesure la différence entre les distributions de probabilité, parce que regardez ce loss sa formule, elle est comment? Donc, si la classe est 1, la probabilité est 1 dans la réalité, donc je dois avoir une probabilité proche de 1. D'accord? Une probabilité proche de 1 dans, euh, dans la prédiction. C'est-à-dire, ici, j'ai 1. Proche de 1, supposons que c'est 1. Donc, log de 1, c'est 0.
D'accord? Donc ça, c'est 0. Donc l'objectif est d'optimiser cette fonction pour que le loss soit égal à 0. Il n'y a pas de perte. Le deuxième terme, si la classe égale à 0, c'est-à-dire la somme des terreaux positifs et terreaux négatifs, si la classe égale à 0, donc ici je vais avoir 1. Ça c'est le deuxième terme. Ça la classe 1. Et la même chose ici, 1 moins. Donc je dois avoir 0 aussi. C'est-à-dire log 1 plutôt, je dois trouver 1. Si la classe égale à 0, je dois trouver une probabilité proche de 0. Donc, supposons, tout à l'heure j'avais fait 1, supposons je vais faire 0,99. C'est-à-dire je suis très proche de 1. C'est-à-dire cette valeur, pour le cas de la classe 1, je suis proche de 0. Et la même chose ici. Donc, 1 fois quelque chose proche de 0, c'est je tends vers 0. D'accord? Donc, l'objectif est d'optimiser cette loss function. Alors, elle favorise la convergence rapide du modèle vers les données, les bonnes prédictions. Et lorsque, voilà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et voilà, donc c'est ça la séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'il faut faire. Et ici, j'ai marqué normalement les différentes itérations. Donc, vous pouvez faire ça vous-même. D'accord? Donc, j'ai gardé quelques